Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, nous sommes avec Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on va parler de la loi égalité réelle qui justement a fait que nos élus se sont mis en ordre de bataille, tous avec un mot d'ordre, l'unité. On en parle tout à l'heure avec vous. Daniel Zaidani nous rejoindra également dans quelques instants. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 2 février. Ils étaient une petite centaine à arborer les rues du chef-lieu ce matin. Pour la plupart venus du sud, ils ont réclamé de l'eau sans plus attendre. En effet, la colère atteint aujourd'hui son paroxysme, alors même que les coupures devraient s'étendre à l'ensemble de l'île dans les prochains jours. Le point d'ouverture de votre journal. Président du conseil départemental, député, président de l'association des maires, élus départementaux, tous ceux qui ont contribué à l'adoption par le Parlement du projet de loi égalité réelle outre-mer s'étaient donné rendez-vous cet après-midi. Objectif, s'unir et parler d'une même voix pour soutenir ce projet de loi qui sera examiné lors de la commission mixte paritaire du 6 février prochain. Explication. Après avoir permis l'année dernière à des jeunes Mahorais d'échanger avec leurs homologues luxembourgeois, le CRIJ revient cette année avec un nouveau dispositif d'échange avec la Belgique. Le but est de promouvoir la mobilité auprès des jeunes et de leur permettre d'aller à la rencontre d'autres cultures. Ce matin, nous avons pu rencontrer 20 prétendants mahorais à ce programme d'échange pas comme les autres. Reportage. Et comme annoncé en début de semaine, le comité contre la pénurie d'eau a mis à exécution son intention de manifester. Ce matin, dès 8 h, en effet, près d'une centaine de personnes étaient réunies à la place de la République, répondant ainsi à l'appel du comité. Ce n'était certes pas la foule des grands jours, mais cela n'a pas empêché le cortège de prendre la direction de la préfecture. Le message des manifestants était d'ailleurs on ne peut plus clair. Ils réclament de l'eau sans plus tarder. Le point dans ce sujet signé Abbas Salidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Ils n'étaient qu'une petite centaine à arpenter les rues du chef-lieu ce matin. Pour la plupart venus du sud, ils ont néanmoins pu crier leur colère et dénoncer ce qu'ils considèrent comme une discrimination envers la population du sud. Il y a une partie de la population de Mamoudzou qui est alimentée par l'eau qui vient de Kombani, et elle a de l'eau, mais la partie de la population qui est en route, Tsaharanou par exemple, l'eau passe par là, mais eux n'ont pas d'eau. Donc vous voyez cette situation? Donc nous, on est au courant. On a des personnes qui sont là-bas, qui nous informent tout. Donc arrêtez de diviser Mayotte. S'il y a ces genres de situations existent, on peut nous donner de l'eau au sud. Pourquoi on ne fait pas venir des techniciens ici à Mayotte pour rapidement, à l'espace d'une semaine, faire des travaux d'urgence et que le ralliement entre les deux réseaux d'eau soit fait? Mais on nous dit, oh, ça prendra du temps. Mais non, quand il faut, l'État a les moyens. C'est la France quand même. C'est la France quand même, c'est une puissance mondiale. Mais arrêtez de prendre quand même les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Aujourd'hui, si le sud a été le seul à en pâtir, les autorités envisagent la mise en place de tours d'eau dans le nord de l'île très prochainement. En effet, le point météorologique laisse apparaître que les pluies de ces derniers jours n'ont pas impacté le niveau des deux retenues collinaires. Si la retenue de Kombani se stabilise à 17,5% de sa capacité, le taux de remplissage de celle de Dzumoni continue de baisser et se situe désormais à 20%. D'autres mesures vont donc être prises, même si du côté des manifestants, il n'est plus question de continuer à subir des coupures. Nous, on ne veut plus des études. Nous, on veut de l'eau. Et on veut de l'eau maintenant. C'est tout ce que nous demandons. Nous voulons de l'eau. Qu'on puisse avoir une date de quand est-ce que l'eau arrive. Parce qu'on prie beaucoup. On est en attente des dons de Dieu. Mais on sait qu'il y a des choses qui sont faisables, qui sont entamées. Il faudra absolument qu'il y ait une date quand est-ce que ça arrive. La population du Sud souhaite entendre du concret afin que cette situation cesse. Un avis que partage Anchia Bamana, la maire de Sada, qui depuis plusieurs semaines ne cesse de réclamer la mise en place de solutions nouvelles. Nous sommes en crise, de l'eau en bouteille, des tanks d'eau, des hélicoptères avec de l'eau, j'en sais rien, il n'y a pas de pluie. Et tant qu'il n'y aura pas de pluie, la retenue ne va pas être construite demain ni aujourd'hui. Des solutions urgentes parce que la crise a atteint son paroxysme. La majorité de la population de cette île ne s'approvisionne pas au niveau des rampes. La population achète de l'eau en bouteille. Il est temps que l'État aide la population à acquérir des bouteilles d'eau minérale au sein de la population, mais aussi au sein de tous les établissements scolaires. Éric Abaret l'a assuré via un communiqué.
Un tanker devrait apporter de l'eau à Mayotte dans un futur proche. D'autres mesures pourraient également être prises afin de satisfaire aux besoins en eau d'une population qui semble avoir atteint son seuil de tolérance. Et on continue avec ce nouveau conflit social à Mayotte. Depuis ce matin, les salariés de l'entreprise Zoom sont en grève. Alors que le préavis de grève devait prendre effet le 30 janvier dernier, salariés et direction s'étaient accordés quelques jours supplémentaires pour trouver un terrain d'entente. Mais suite à l'échec des négociations annuelles obligatoires et à la tension qui s'est installée dans les discussions, les salariés ont décidé d'entamer leur mouvement de grève dès ce matin. Les revendications sont nombreuses et si la direction se dit prête à faire des efforts, pour l'heure, les échanges ne permettent pas aux différentes parties de s'accorder. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Le syndicat Force ouvrière avait prévenu, si aucun accord n'était trouvé rapidement, les salariés de la société Zoom allaient entamer un mouvement de grève. Un mouvement qui aura été retardé de quelques jours à la demande de la direction. Les discussions n'ont pas permis de trouver un terrain d'entente et de satisfaire aux revendications des grévistes. 13e mois, ticket restaurant, prime de salissure, grille salariale calquée sur la convention collective nationale de l'automobile, commerce et réparation. Il faut dire que les demandes sont nombreuses, même si c'est également sur la question des conditions de travail que les salariés souhaitent négocier. Les difficultés, déjà quand vous voyez là sur le parc, quand il pleut comme là aujourd'hui, là c'est mouillé, nous voulons qu'on nous paye le prime de risque, nous voulons que nos heures changent ici. Par exemple, on rentre à 1h30 pour sortir, pour terminer à 4h. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, on termine à 16h30. Nous voulons que le samedi, on ne travaille pas. De son côté, la direction accepte de redistribuer un quart des bénéfices sous la forme d'augmentation de salaire, de primes ou encore de tickets restaurants. Des propositions jugées pour l'heure insatisfaisantes par les grévistes. Néanmoins, l'optimisme peut rester de vigueur, car d'un côté comme de l'autre, tous se disent ouverts à la discussion. Et ce matin, une conférence de presse s'est tenue au Conseil départemental. Parlementaires et élus étaient réunis pour défendre la loi égalité réelle Outre-mer, loi adoptée à l'unanimité au Sénat il y a 2 semaines. On le sait, les enjeux sont réels pour le 101e département le plus jeune de France, qui accuse aujourd'hui un retard considérable en comparaison avec les autres régions françaises. Alors pour militer en faveur d'un rattrapage effectif, nos politiques ont choisi pour mot d'ordre l'unité. Davantage de précisions dans ce sujet signé Sony Chamsuddin, Adèle Laurent et Dina Henri Daka. Une image rare pour être signalée, élus et parlementaires de tous bords politiques, unis pour l'intérêt du 101e département, malgré les absences des sénateurs Tanis Swalihi, Abdourahmane Swalihi et du député Ibrahim Aboubakar en dehors du territoire. Cette solidarité politique est sans aucun doute une avancée pour l'île au lagon. C'est dans cette démarche unitaire que, d'une part, nous avons pu faire aboutir un certain nombre de demandes auprès du Premier ministre lors de notre rencontre du 26 avril dernier. Mais c'est également dans cette démarche unitaire que nous voulons que ces 2 amendements puissent être soutenus et adoptés au lendemain de la réunion de cette commission mixte paritaire qui se tiendra le lundi prochain. Une commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs. Les parlementaires examineront le projet de loi égalité réelle Outre-mer adopté le 19 janvier dernier. Les enjeux sont nombreux pour Mayotte, notamment dans le domaine fiscal et foncier très décrié dans le territoire. Minoration de 60% de la valeur locative, décote de la valeur vénale des biens et mise en place de la commission d'urgence foncière seront mis sur la table. Pour l'heure, 50% de chances de voir l'aboutissement de ces amendements. Les politiques locaux gardent bon espoir. Il s'agit bien de 10 amendements. Le travail du comité de suivi se poursuivra, non seulement avec les interlocuteurs actuels, mais éventuellement ça se poursuivra avec les interlocuteurs futurs.
et que donc par conséquent, c'est vous dire que nous restons mobilisés, nous restons unis et nous restons déterminés à faire aboutir d'une manière ou d'une autre l'ensemble des engagements pris par le gouvernement. L'union fait désormais la force dans l'île. Pour Mayotte, il s'agit de ne pas manquer le rendez-vous du rattrapage. Réponse le 6 février prochain. Alors Pierre, un front uni qui devrait faire plaisir à beaucoup de Mahorais, puisque pendant longtemps on a tapé sur nos élus disant que chacun ne plaidait que pour sa paroisse. Alors là aujourd'hui, tout le monde est derrière les intérêts de Mayotte. Effectivement, donc on va féliciter déjà la démarche, espérons effectivement que ça ne soit pas une démarche politicienne. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'actuellement, cette loi, elle va passer donc lundi par cette commission mixte paritaire. Donc ça a été un peu rappelé dans le sujet, mais il faut quand même bien expliquer de quoi il s'agit exactement. Dans la mesure où ce texte de loi, il a fait plusieurs fois la navette, il n'y a pas eu de consensus sur un texte définitif adopté à la fois par le Sénat et par le Parlement. Il y a une commission mixte paritaire qui est nommée, donc 7 députés nommés par le président de l'Assemblée nationale, ainsi que 7 sénateurs nommés par le président du Sénat, qui vont devoir s'accorder sur un texte définitif, c'est-à-dire qu'ils vont devoir proposer un nouveau texte. Et c'est là toute la problématique, parce qu'il risque d'y avoir des amendements qui posaient problème soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale, qui pourraient être retirés donc, à la suite donc, de cette commission mixte paritaire. Et c'est là tout le problème, c'est pour ça qu'il y a ce front uni. Pourquoi ? Parce qu'il y a des amendements qui ont été déposés, qui sont très importants pour Mayotte, et on n'aimerait pas qu'ils soient retirés. Et tous les élus sont d'accord pour dire qu'il faut absolument que les passages qui concernent le 101e département reste en l'état. On pense notamment effectivement à cette baisse de la valeur locative de 60%. Effectivement, ça fait partie des choses très très importantes, mais également au recensement annuel qui doit être mis en place. On pense effectivement aussi... Oui, au foncier aussi, qui est très très important, et au fait que voilà, on va enfin au niveau du foncier se pencher sur la question de manière urgente, et ça c'est indispensable. On pense aussi à l'adressage avec ces fonds qui vont être débloqués pour aider cette aussi mission très importante et très difficile. Donc voilà, donc l'objectif c'est vraiment de faire front uni et de dire non, pour Mayotte il faut absolument rien changer sur le texte, et on sait qu'il y a notamment un amendement qui risque de poser problème, c'est cet amendement sur le juge des libertés et de la détention. On sait que sur le droit du sol, il n'y a pas eu de questions. Au Sénat, ce n'est absolument pas passé. À l'Assemblée, on n'en parle pas. Par contre, effectivement, il y a eu une modification sur le juge des libertés et de la détention, puisqu'on revient à l'ancien système. Nous étions passés dans le droit commun à partir du 1er novembre, c'est-à-dire que les personnes qui étaient placées au centre des rétentions administratives avaient désormais 48 heures pour saisir le juge des libertés, sans quoi, si le juge des libertés ne se prononçait pas, il devait être relâché. Le problème ne se pose pas forcément actuellement, puisque la moyenne de reconduite en frontière, c'est 17 heures. Mais effectivement, c'est quand même une mesure importante, parce que ça voulait dire qu'il fallait faire venir 2 magistrats, qu'il fallait d'autres moyens. Et puis, étant donné le contexte, c'est vrai que c'est quand même un amendement qui est important et qui tient à cœur, que ce soit du côté de la droite comme de la gauche. Les élus là-dessus s'accordent pour dire qu'il est très important et qu'il ne faut pas toucher non plus à cet amendement. Mais voilà, donc c'est tout l'objet donc, de cette union, cette union sacrée, enfin. Alors on a vu des parlementaires, on a vu également des élus du conseil départemental, d'autres se sont, même s'ils n'étaient pas là physiquement, est-ce qu'ils se sont joints à la démarche ? Oui, notamment le sénateur Tadi qui a envoyé un communiqué. Il est actuellement à Paris justement parce que il va faire partie de ceux qui vont défendre activement et farouchement ce texte et les amendements qui ont été ajoutés au texte de loi. Effectivement, le sénateur Tani, et puis ensuite voilà, aujourd'hui il y avait Bouanali Saïd, le député. On sait qu'Ibrahim Aboubacar est également à Paris, que le sénateur Abdourahmane Soili est également à Paris. Donc ils sont tous là, ils sont tous unis. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup réclamé, et souvent on a dit que le problème c'est aussi que les élus, comme vous l'avez dit, prêchent beaucoup trop pour leur paroisse et ne sont pas assez unis pour défendre. Lobby, surtout, justement, oui, et puis on se souvient, il n'y a pas très longtemps, le toilettage institutionnel qui avait fait consensus en 2012, et puis finalement on revient dessus, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a eu récemment un colloque où on a retravaillé sur le toilettage institutionnel, mais le sénateur Tani disait lui-même, on revient en arrière, on a perdu du temps, puisque 90% de ce toilettage institutionnel
constitutionnelle qui va à nouveau être présentée faisait déjà partie de l'ancien texte. Donc voilà, effectivement, pour une fois, on a ce front uni, il faut le féliciter. Espérons encore une fois qu'il s'agisse vraiment d'un acte qui va servir l'intérêt général et pas les intérêts des uns et des autres. Surtout qui va continuer par la suite. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et qu'en est-il maintenant du reste de l'actualité de ce jeudi 2 février? Je vous en propose un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. Si les arrestations se sont multipliées ces dernières semaines, les coupeurs de route continuent néanmoins de sévir partout où ils le peuvent. Mardi soir aux alentours de minuit, un nouveau barrage ainsi a été dressé à quelques mètres de la station-service de Passamenti. Une douzaine de jeunes s'est positionnée, avec comme toujours la ferme intention de dépouiller autant que faire se peut les usagers de la route empruntant ce chemin. Les policiers en patrouille arrivés sur place ont poursuivi les individus, mais ces derniers ont réussi à prendre la fuite en disparaissant dans la nature. Malgré le travail des forces de l'ordre, le phénomène apparaît donc bien difficile à maîtriser. En effet, la technique semble avoir fait des émules et les coupeurs de route d'hier ne sont à coup sûr plus ceux d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, les autorités vont devoir redoubler d'efforts pour mettre fin à ce dangereux fléau. Hier, le président du parti MDM, Eynoudine Salim, a annoncé l'éviction de son secrétaire général. Et pour cause, Midladjim Nemoa a posté sur les réseaux sociaux un message qui n'a pas été du goût du comité directeur. Face au tollé et aux propos du président, il vient néanmoins de se fendre d'un communiqué où il affirme, je cite, « Je conteste clairement la décision suspensive ci visée, constatant comme tout le monde que le comité directeur n'a pu être convoqué régulièrement, ni pour désigner le comité de conciliation et de contrôle, ni pour décider d'une sanction quelconque ou de quoi que ce soit d'ailleurs, étant donné que mon post sur Facebook date du 22/01/2016 au soir, soit il y a exactement 10 jours. Pour être tout à fait complet, je conteste aussi les résultats des primaires du 22 janvier 2017 pour cause d'irrégularités graves et manifestes ayant sérieusement nui à mes chances en tant que candidat à la candidature. Voilà une déclaration qui ne devrait pas arranger son cas, d'autant que le secrétaire général affirme que si le MDM n'est pas au deuxième tour des législatives de 2017, il sera candidat dès le 13 avril prochain aux élections sénatoriales. Plus de 80% des établissements scolaires du département ont reçu un avis défavorable de la commission d'hygiène et de sécurité. De nombreuses écoles nécessitent des travaux de rénovation et à ce titre, un programme a été lancé depuis 2 ans par l'État et les communes. Mais au vu de l'ampleur de la tâche, toute aide est bonne à prendre. EDM en tant qu'acteur citoyen s'est ainsi engagé pour participer à cette rénovation des écoles primaires de Mayotte sur le volet énergétique. L'école primaire des Badamiers est d'ailleurs la première à bénéficier de cet accompagnement. Un diagnostic thermique a d'ores et déjà été réalisé et les travaux de rénovation vont bientôt démarrer. Ils concerneront l'isolation de la toiture, la protection des vitrages ou encore l'installation de tubes d'éclairage performants. 9 salles de classe pour un montant total de 8 000 € vont ainsi être remises à neuf, permettant une diminution des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 41 tonnes de CO2 par an. Et notre invité nous a rejoint, il s'agit de Daniel Zaïdani qui est conseiller départemental de Pamandzi mais qui est ce soir à ce titre, au titre de candidat aux législatives investi par le MDM. Daniel, bonsoir. Bonsoir et puis je vous remercie de nous avoir invités. Alors vous le savez, de nombreux candidats vont justement défiler sur nos plateaux. On est en pleine campagne, vous en êtes aussi. Alors aujourd'hui, on va parler de votre programme, puisque vous savez que qui dit candidat à élection dit programme. Qu'avez-vous à dire sur voilà, votre campagne et sur ce que vous proposerez au Mahorais prochainement? Alors comme vous le savez, c'est depuis 2011 que je suis élu. J'ai eu la chance de présider le conseil départemental et de ce fait, j'ai pu acquérir ces 5 dernières années une compétence forte en matière d'administration, une compétence forte en matière de connaissance des problématiques de Mayotte, bien que de par mon parcours professionnel, je travaillais sur les études économiques à Mayotte. Mais vous savez, lorsque vous faites de la politique, vous êtes dans le réel. Le réel, c'est les difficultés de tout à chacun, surtout lorsque vous êtes au conseil départemental. Aujourd'hui, on voit bien que Mayotte, 5 ans après la départementalisation, a un besoin d'une structuration plus forte.
Et donc, de ce fait, au niveau du Parlement, nous devons vraiment porter la parole des Mahorais et de construire ce département que nous souhaitons. Moi, je rappelle toujours qu'en 2009, lorsqu'il y a eu le référendum pour la départementalisation, 95% de la population a voté pour. Mais elle a voté pour une départementalisation qui tient compte de sa réalité, des spécificités, pour que justement ce basculement progressif qui était souhaité par le gouvernement en place à l'époque ne se fasse pas sans heurts. Et aujourd'hui, on le voit bien par exemple à travers la fiscalité, de quelle manière les choses se font par atout. Vous voyez également dans votre édition d'aujourd'hui, vous avez montré plusieurs reportages sur les grèves. Cela montre aussi un problème de structuration et de compréhension par rapport à notre avancée qui, pour certains, est trop rapide et pour d'autres, qui n'est pas assez rapide. Mais globalement, disons les choses, aujourd'hui, la départementalisation, telle qu'elle se fait, elle se fait mal, comme l'avait indiqué la Chambre régionale des comptes. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire que nous puissions, nous, parlementaires mahorais, puissions anticiper sur ce que le gouvernement souhaite faire à Mayotte. Et pour cela, il faut d'abord qu'il y ait des discussions de réconciliation dans l'orientation, parce qu'aujourd'hui, pourquoi le secteur économique va si mal? Parce qu'elle avance à vue. Vous voyez, par exemple, les syndicalistes proposent un petit peu des avancées dans leur branche, dans leur secteur, alors même qu'au niveau législatif, aucune convention, aucune perspective n'a été mise en place. Et c'est pour ça que je dis que finalement, le territoire avance par à-coup, par grève, par contestation, et ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça jusqu'à 2020. Donc, fondamentalement, ce que nous avons besoin pour Mayotte, c'est d'abord une loi-programme qui détaille étape par étape, avec un calendrier précis, avec les moyens financiers qui seront inscrits dans chacune des branches requises. Mais en même temps, il faut aussi que l'État montre l'exemple. Il y a une nécessité d'avoir une administration plus structurée. Et là, je ne parle pas forcément du conseil départemental ou des communes, parce que nous savons aussi qu'il y a des difficultés là-dessus. Je pense que le colloque qui a eu lieu la semaine dernière le reflète bien. Mais aussi du côté de l'État, il y a une nécessité de mieux structurer. Je prends un exemple très simple. Vous voyez la préfecture? Il n'y a pas de sous-préfecture sur le territoire de Mayotte avec les arrondissements qui vont avec. Alors que ces sous-préfectures permettraient d'une certaine manière d'avoir un territoire où la porte d'entrée de l'État ne se trouve pas forcément à Dzaoudzi ou à Mamoudzou. Et moi qui veux justement représenter la circonscription numéro 1, qui part de la Petite Terre en passant par Mtsapéré allant jusqu'à Akwa, j'estime que dans la ville de Bandrabois, il doit avoir une sous-préfecture. Et de la même manière, lorsqu'on parle de la lutte contre l'immigration clandestine, il serait souhaitable également que la gendarmerie, la brigade nautique plus précisément, qui se trouve en Petite Terre, devrait avoir sa base dans la ville de Mtsamboro, la commune de Mtsamboro. Parce que là aussi, nous savons que l'immigration qui rentre sur le territoire de Mayotte est là-dessus. Donc vous voyez que si nous voulons réellement construire et réussir notre départementalisation, il y a d'abord, avant tout, avoir une planification claire sur les besoins de notre territoire et en même temps, il y a un besoin de structurer ce même territoire. Parce que Mayotte est un département, mais elle est aussi une région. Justement. Or, aujourd'hui, nous voyons bien que le bas blesse au niveau de la régionalisation et de la départementalisation parce que l'État veut faire des économies de par les problèmes financiers qu'elle rencontre en métropole. Mais le fait d'avoir accepté de transformer Mayotte en département, cela obligatoirement devait se traduire par une amélioration des administrations, par une amélioration des services publics et forcément par de la création d'emplois et des investissements. L'absence de création d'emplois, l'absence d'investissement sur le territoire, c'est justement les maux qui nuisent au bon développement de notre territoire. Alors, Daniel, vous parlez de développement de notre île. On ne peut pas parler de développement en ne parlant pas des fonds européens. Vous avez été présidente du conseil départemental. Il y a eu à un moment donné une polémique sur ces fonds. Qu'avez-vous fait? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez faire mieux que ce que vous avez fait au conseil départemental en rapport avec cela? Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, Mayotte, en tant que 9e région ultra-périphérique, peut justement s'appuyer sur ces fonds pour développer. Alors là aussi, il y a une nécessité d'avoir un dialogue sincère avec l'État. Je crois qu'effectivement, le fait, par exemple, qu'à travers la loi sur l'égalité réelle, où on introduit le recensement année par année, est un plus net pour les communes, puisque ce sont les dotations derrière. Et l'évolution donc de ces dotations ne se feront pas tous les 5 ans, mais bien tous les ans. Et comme la population augmente fortement, année après année, je rappelle plus 9500 naissances encore cette année, donc forcément, cela aura un impact positif pour notre territoire. Mais
pour revenir sur les fonds européens, là où le bas blesse sur les fonds européens, vous avez envie de parler de l'enveloppe des fonds européens. Mais moi, j'ai envie de vous parler de la substitution qui est en train de se réaliser. Pourquoi la Chambre de l'agriculture, aujourd'hui, rencontre autant de difficultés dans la bonne gestion de leur administration? Tout simplement parce que les fonds européens, au lieu d'être une ressource financière supplémentaire pour l'administration de la Chambre d'agriculture, elle est devenue une ressource de substitution. À l'exemple, par exemple, du conseil départemental que j'ai présidé pendant 4 ans et qui percevait plus de 800 000 euros de subventions annuelles. Aujourd'hui, elle n'est qu'à 250 000 euros. De la même manière, les services de l'État ont également substitué les aides qu'elle accordait à la Chambre de l'agriculture par rapport aux fonds européens. Et le problème, c'est que les fonds européens qui tardent à se développer sur les territoires conduisent à ce que la Chambre d'agriculture rencontre des difficultés. Et cela vaut dans plusieurs domaines. Vous regardez par exemple au niveau de la fiscalité. Pourquoi la fiscalité est-elle aussi forte sur le territoire de Mayotte? Tout simplement parce que les dotations qui devraient être accordées à nos collectivités n'ont pas été revalorisées lors du changement fiscal. Et donc, de ce fait, l'équilibre recherché par l'État ne se fait pas par les dotations, mais se fait par les moyens des Mahorais, à savoir nos ressources propres. Et ça a conduit à ce que celui qui payait 50 euros d'impôt sur son foncier se retrouve, d'une année à l'autre, se retrouve à payer 500, 600, voire 1000 euros. Donc, il y a encore une fois, une nécessité d'identifier les problèmes. Aujourd'hui, à travers le rôle que j'avais dans le conseil départemental, les problèmes, je les connais, je les ai identifiés. J'ai gagné en maturité, j'ai gagné en expérience et je dirais que le Daniel Zaidani 2017 est beaucoup plus aguerri que le Daniel Zaidani 2011. Et pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, je pense que le conseil départemental, à l'issue de mon mandat, ne se portait quand même pas plus mal, puisque je rappelle que j'avais redressé la collectivité, j'avais réussi à assurer et à garantir que les fonds européens rentrent sur le territoire. Et donc, en termes de gestion, en termes de perspective, nous avions aussi anticipé. Par exemple, à la même période, il y a 4 ans en arrière, j'avais organisé un colloque sur la réforme fiscale. J'avais prévenu les difficultés qui risqueraient d'être entraînées si on ne tenait pas compte de la réalité locale, de l'incapacité à nos entreprises à pouvoir suivre le rythme des perspectives qui étaient en train de se faire, de ne pas tenir compte que les Mahorais sont des propriétaires fonciers pauvres, sans ressources. Eh bien aujourd'hui, nous voyons ces difficultés. C'est bien les ordonnances, mais maintenant, il faut anticiper. Il ne faut pas faire des ordonnances, il faut proposer des projets de loi qui tiennent compte de notre réalité, de le faire bien avant que les lois sortent, afin que les Mahorais ne soient pas bousculés, afin que les Mahorais ne regrettent pas cette départementalisation. Et c'est bien dans ce cadre-là que je me positionne pour la départementalisation de Mayotte et l'européanisation de Mayotte pour les élections du 11 et du 18 juin 2017. Et je remercie le MDM qui m'a donné ces investitures en toute légalité et organisées par le secrétaire général. Je vous remercie. Merci beaucoup. On retiendra un Daniel Zaidani plus aguerri pour cette élection législative de 2017. Merci beaucoup, Daniel. Et parlons maintenant de ce nouveau dispositif dédié à la jeunesse mahoraise, notamment pour ceux âgés de 17 à 24 ans. Ce matin, en effet, le Centre régional d'information Jeunesse Mayotte a organisé une réunion d'information collective dans ses locaux afin de présenter le nouveau dispositif de mobilité mis en place, financé à hauteur de 80% par l'Union européenne. Ce dernier permet des échanges avec la Belgique, des échanges qui seront désormais possibles grâce au partenariat entrepris entre l'association belge CEPMA, cellule éducative, et le CRIJ. Adèle Laurent nous en dit davantage sur les conditions et modalités d'accès dans ce reportage. Souvenez-vous, l'année dernière, le Centre régional d'information jeunesse avait mis en place un échange de jeunes entre Mahorais et Luxembourgeois dans le cadre d'Erasmus+. Cette année, le CRIJ revient avec un nouveau projet de mobilité, cette fois avec la Belgique. En effet, promouvoir la mobilité auprès des jeunes Mahorais et leur permettre ainsi d'aller à la rencontre d'autres cultures est l'objectif principal du dispositif d'échange de jeunes. Bien évidemment, notre volonté, c'est de faire en sorte que ces actions puissent s'inscrire dans le temps, parce que nous mesurons très bien l'importance de tels dispositifs, surtout dans un territoire comme Mayotte où
les opportunités sont assez limitées. Et donc, c'est l'occasion pour les jeunes de pouvoir aller vivre d'autres expériences ailleurs. Et peut-être à partir de ces expériences, de pouvoir se projeter autrement. C'est un programme qui est là pour justement promouvoir la mobilité des jeunes. Et c'est quelque chose qui est fait pour permettre à des jeunes de s'ouvrir sur le monde et d'acquérir une expérience qu'ils n'ont peut-être pas. Et ce matin, ils étaient 20 à participer à la phase de présélection. Les 14 jeunes qui seront retenus auront la chance d'accueillir leur homologue belge durant l'hiver austral et d'aller découvrir ou redécouvrir le plat pays en fin d'année. Et si les motivations qui animent les jeunes candidats peuvent différer quelque peu, tous ont un point commun, la soif de découverte. L'échange avec ces jeunes-là, ça pourrait être bien, ça peut m'apporter beaucoup de choses, que ça soit professionnel ou comment dirais-je, personnel. Enfin, voilà, c'est quelque chose de génial. C'est de pouvoir être avec les autres. C'est important, être avec des gens, partir en se disant qu'on part en équipe, qu'on va travailler en équipe, qu'on va pouvoir échanger en équipe avec d'autres gens. Surtout à Mayotte, c'est bien parce que les jeunes, ils ne partent pas assez souvent. Et puis, voilà, de pouvoir y aller, je trouve que c'est bien. C'est pour avoir la chance d'aller en Belgique, pour partager nos cultures avec les Belges. C'est approfondir mes connaissances et en acquérir davantage. Et culturellement, nous les Mahorais, on aimerait bien partager d'autres connaissances ailleurs, en Belgique, pouvoir voyager, parce qu'une personne qui veut avoir des connaissances, il faudrait bouger. Pour bouger et avoir d'autres personnes instruites, avec d'autres cultures, comme ça me permettra de savoir ce qui se passe. Le projet, actuellement en rédaction, sera étudié courant mai par l'agence Erasmus qui finance le dispositif. Celle-ci donnera sa réponse en juin. Faciliter le dialogue interculturel, la citoyenneté européenne, l'esprit d'ouverture et de tolérance et élargir le champ des opportunités des jeunes. Ce qui est sûr, c'est que le dispositif a tout pour plaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec à 7h en plateau, Jamila, résidente de Tanafou, qui vient crier le ras-le-bol des habitants de ce quartier, suite notamment à un cambriolage, encore effectué, un énième cambriolage dans la zone. À 8h, à 7h30, ce sera au tour de Anchia Bamana qui fera le point sur la manifestation de ce matin concernant ce comité de lutte contre la pénurie d'eau. Alors, Chabamana qui réagira également sur les dispositions envisagées par le gouvernement. Et enfin, à 8h, ce sera au tour de Marie du Centre équestre qui viendra de parler de cette opération poney à l'école. Bonne suite de programme à vous sur KTV et à demain.